Permettez-moi d'abord de remercier nos hôtes. Je le fais avec d'autant plus de sincérité et de soulignement qu'on n'est pas forcément sur la même trajectoire. On a même parfois des positions complètement contradictoires. Mais je vais toujours où l'on m'invite parce que j'ai le souci de la rencontre plurielle. Parce que justement, c'est la rencontre plurielle qui fait intelligence, qui fait avancer, qui fait dépassement et qui fait signification. Et je vous remercie tous, à vous, individuellement, d'être venus. Donc le thème sur lequel je vous invite à réfléchir et ensuite sur lequel nous aurons à débattre, c'est celui de la crise terminale du capital dans le cadre de la décomposition du spectacle démocratique, du totalitarisme, du spectacle de l'argent. Alors, j'ai énormément de contacts qui me posent la question suivante. D'où parlez-vous quand vous parlez? C'est une question philosophique qui est décisive. D'où parlons-nous quand nous parlons? Et poser la question de l'endroit dont nous parlons, ça permet, dans le cadre d'une trajectoire philosophique complète de l'histoire humaine, de poser les séquences qui sont les plus décisives pour la conscience de rupture, à savoir les présocratiques, à savoir Hegel et à savoir Marx. Pourquoi les présocratiques? Pourquoi Hegel et Marx? Parce que le positionnement qui est défendu de manière insurrectionnelle, critique et radicale par ces trois leviers de pensée, d'approfondissement, nous disent une chose essentielle. Et cette chose essentielle, c'est que la vérité est dans le tout, la vérité est dans le tout, et la méthode n'est rien d'autre que l'exposition du tout saisi en sa pure essentialité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les présocratiques nous disent que la réalité du monde est en le monde. Dire que la réalité du monde est en le monde, ça renvoie à l'archéologie linguistique la plus profonde du fameux logos. Le logos, c'est important de le comprendre, il émerge dans l'immanence communautaire des chasseurs-cueilleurs. La langue n'est pas une invention, la langue n'est pas une création, la langue est une immanence. Le geste, la parole, la pensée et le logos. Le logos, ça renvoie à un vieux verbe indo-européen que l'on retrouve dans le legein, dans le legere, dans le legereu. Et le logos, c'est le LG indo-européen qui signifie le recueillir. Autrement dit, les premières réflexions radicales des présocratiques, en cheminement de cette pensée des profondeurs, c'est la compréhension que le réel, c'est quelque chose qui est recueilli humblement, en humilité, comme centralité du monde. Comme centralité du monde. Héraclite, Empédocle, Parménide, considèrent que la vérité réside en l'être. À partir de Socrate et à partir d'Aristote et de Platon, on aura dans le cadre de la communauté déchirée, avec l'émergence civilisationnelle du despotisme de la valeur d'échange, un décalage, une fragmentation qui placera la vérité dans le sujet narcissique qui regarde le monde. Vous connaissez la vieille formule, la vérité, c'est l'adéquation entre la pensée et l'objet. La vérité et l'adéquation entre la pensée et l'objet, ça signifie qu'elle n'est plus en l'être du monde, mais qu'elle est dans cette passerelle entre le sujet et l'objet, et que l'activation de signification est dans le sujet. Il y a donc une rupture ontologique radicale entre les présocratiques et Socrate, c'est le déplacement de la vérité. La vérité est dans l'être. Et de Socrate jusqu'à Kant, on aura une gigantesque symphonie adéquate au mouvement de la valeur d'échange, qui placera la vérité dans toute une série de savoirs séparés, physique, chimie, mathématiques, poésie, politique. La grande richesse parménidienne qui se résume à une seule phrase, la vérité est dans le tout de l'être, elle sera décomposée à l'infini dans toute une série de gesticulations intellectuelles qui construiront les savoirs fallacieux de la valeur d'échange en mouvement.
C'est-à-dire que j'aurai des savoirs qui seront des savoirs adéquats à la dictature du quantum en mouvement pour rentabiliser l'espace sur des connaissances de pouvoir, de maîtrise et de despotisme. Et la grande fracture hegelienne, qui sera un retour au présocratique, sera précisément un retour en écrasant la monstruosité marchande du système kantien. Ce sera un retour à la grande radicalité des présocratiques, puisque Hegel comprendra que tout ce qui est réel est rationnel et que tout ce qui est rationnel est réel dans l'automouvement immanent du monde. Donc, à partir de Hegel, et ce n'est pas par hasard, nous avons une gigantesque fracture de perception parce que nous avons une gigantesque fracture historique. On ne peut pas comprendre le système de déconstruction hegelien de tous les savoirs aliénatoires qui ont précédé si on ne comprend pas que Hegel exprime les grands effets de la révolution capitaliste de 1789 qui a fait péter toutes les vieilles structures des anciens régimes précédents. Certes, la révolution capitaliste de 1789, elle est contenue dans toute la dynamique sociale et historique des vieilles sociétés d'anciens régimes, mais quand émerge la révolution capitaliste de 1789, tout explose. Tout explose en termes sociaux, en termes historiques, en termes de connaissances, et Hegel peut faire le retour sur justement cette compréhension radicale du mouvement réel, tel que Héraclite, Parménide et Empédocle l'avaient positionné. Et alors on me dit des fois, mais pourquoi toujours Marx? Pourquoi toujours Marx? Oui, Marx a tout dit. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Pourquoi Marx a tout dit? Marx a tout dit parce que dans l'émergence radicale des luttes de classe les plus extrémistes, il opère le renversement hegelien, mais il l'opère, et il le dit lui-même, non pas parce qu'il est un découvreur inventif, parce qu'il est un génial novateur, il l'épouse en tant que il exprime le mouvement réel radical des luttes de classe les plus offensives. Donc, il n'y a rien de personnel qui soit important. Quand je dis toujours dans les rencontres que je fais, je n'ai rien à dire. Cousin n'a rien à dire. Cousin n'a rien créé. Cousin n'a aucune invention spécifique. Quelqu'un qui vous dit « j'ai trouvé, je pense », c'est un imposteur. Toute l'histoire radicale du vrai savoir est impersonnelle, elle est anonyme, elle est l'expression de ces luttes radicales qui, dans l'automouvement générique qui, du néolithique jusqu'à Hegel et à Marx, a fait sauter toutes les barrières de l'imposture, a permis d'avoir cette position radicale qui est définie par Marx dans toute son œuvre. Le mouvement réel est ce qui fonde le savoir radical, et c'est effectivement le mouvement de la réalité de l'être, en la vérité de son essence, qui fait la théorie de la radicalité. Donc, aucun cerveau ne crée l'intelligence du comprendre historique, c'est l'automouvement réel des luttes de classe. Et c'est l'automouvement réel des luttes de classe qui existe depuis les grandes fractures civilisationnelles qui ont vu les communautés de l'être être écrasées par les sociétés de l'avoir. Lorsque les communautés de l'être ont été écrasées par les sociétés de l'avoir, l'ordre de l'inhumanité s'est mis en mouvement, mais dans chaque tripe individuelle, dans chaque tripe de mouvement collectif, les êtres humains voulaient recomposer leur humanité. C'est-à-dire que l'histoire réelle, la vraie, pas celle qu'on nous enseigne comme domestication, comme génuflexion. L'histoire réelle, c'est un incendie permanent qui traverse tout le Moyen-Âge, c'est un incendie permanent qui va jusqu'à la Fronde, c'est un incendie permanent qui va jusqu'à 1789. Les paysanneries européennes au son du tocsin n'ont pas cessé de mettre en mouvement l'incendie social de la rébellion universelle. Vous avez les croquants, vous avez les jacques, vous avez les insurrections communeuses, vous avez les insurrections flagellantes. Il faut comprendre que le continent européen, dans sa spécificité radicale de lutte de classe, et on y reviendra tout à l'heure, a été à feu et à sang dans la longue histoire paysanne communeuse, c'est-à-dire dans cette histoire où les paysans regroupés autour de leurs communaux territoriaux et de leurs communaux ontologiques s'opposaient à la féodalité, au fisc, à l'État et à l'Église pour effectivement renouer avec la communauté sans État et sans argent. Et le prolétariat des villes qui a émergé dans la modernité despotique des Lumières marchandes et dans le prolongement de la révolution capitaliste de 1789
il reçoit le flambeau de cette paysannerie insurrectionnaire qui fait qu'il y a une suite logique entre la guerre des paysans telle qu'elle est positionnée par Engels et la Commune de Paris et la guerre civile en France telle qu'elle est positionnée par Marx. Il y a donc une invariance historique de lutte de classe radicale qui fait qu'il y a eu un automouvement permanent de sédition. Et l'automouvement permanent de sédition, il ne vient pas parce qu'il y a des chefferies, parce qu'il y a des commandements, parce qu'il y a des avant-gardes, parce qu'il y a des groupes. Il est la sève tripale et cosmique du ventre des hommes qui veulent vivre une vie humaine. Donc, quand Marx dit « tout est dans le mouvement réel, dans la radicalité contre l'argent et contre l'État, et je n'ai fait que mettre en forme cette radicalité », qu'est-ce qu'il dit? Il dit que s'il n'y avait pas eu Karl Marx, il y aurait eu Charles Durand ou Dupont-Bernard, il y en aurait eu un autre de toute manière. Mais il fait œuvre d'humilité radicale et de distanciation, et quand il participe à la création de la Première Internationale, la création de la Première Internationale, c'est l'émancipation de l'humanité, sera l'œuvre de l'humanité elle-même contre tous les partis, contre tous les syndicats et contre tous les enrégimentements. C'est pour ça que Marx préfigure toutes les critiques radicales qui dénonceront le capitalisme d'État bolchevique, qui dénonceront le léninisme, le trotskisme, le maoïsme et toutes les sauces capitalistes d'État qui vont construire la plus grande mystification du XXe siècle, à savoir faire croire aux gens qu'on construit le communisme en conservant l'État, le salariat et l'argent. Donc c'est toute cette radicalité des profondeurs dont il faut effectivement s'investir. Autrement dit, la méthode pour Marx, en prolongement de Hegel et en prolongement des présocratiques, ce n'est pas un appareil qui est plaqué sur la réalité de l'extérieur. Ça n'est pas une technique. La méthode, c'est la réception de l'automouvement du réel lui-même. Comprendre la réalité, c'est recevoir l'automouvement de la réalité en nous. Donc la théorie n'est rien d'autre que le mouvement pratique de la réalité prenant conscience d'elle-même. Donc ce point-là est décisif pour comprendre en quoi, dans la Première Internationale, lorsque Marx fait émerger des fractions radicales qui, au moment où la Deuxième Internationale puis la Troisième Internationale se mettront en marche pour glorifier le capitalisme d'État, verront surgir des groupes radicaux, Rosa Luxembourg, Bordiga, Pankow, c'est-à-dire des groupes qui dénonceront le capitalisme d'État en anticipation. Il y a peut-être parmi vous des gens qui viennent de mouvances droitistes traditionnelles. Charles Maurras ne connaissait pas encore Lénine, que les groupes radicaux dénonçaient Lénine dans son césarisme capitalisme d'État. Rosa Luxembourg a dénoncé le capitalisme d'État bolchevique avant que les bolcheviks ne prennent le pouvoir en Russie. Il faut savoir que le marxisme est la plus grande imposture anti-Marx qui soit. Marx, à plusieurs reprises, a employé cette formule. Tout ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. Ça n'est pas une boutade. C'est quelque chose de radical et de profond qu'il faut comprendre. Marx était radicalement anti-marxiste parce que Marx avait compris que le marxisme était une symphonie idéologique mise en marche par le capital pour dédynamiter la radicalité qu'il y avait dans la production qu'il avait mis en mouvement. Donc toute l'œuvre de Marx est une œuvre anticapitaliste, contre l'argent, contre le salariat, contre l'État, et contre tous les appareils qui veulent produire une nouvelle économie, une nouvelle politique, une nouvelle bourse, une nouvelle banque. Donc, ce problème de méthode est décisif, puisque vous voyez bien aujourd'hui qu'il y a toute une série de mouvements qui émergent, et que tous ces mouvements émergent dans une structuration névrotique, narcissique, qui ne fait que reproduire le mouvement du capital. Vous avez des gens qui veulent des laboratoires constituants, vous avez des gens qui veulent des ateliers de prédiction sociale, vous avez toute une série de gens qui se mettent à imaginer que la solution sociale, elle est alchimique et constructiviste. Il faut construire une alternative, il faut construire une route, il faut construire un chemin. Marx leur dit, mes pauvres airs, vous ne faites que reproduire l'aliénation marchande. Il n'y a rien à construire, il n'y a rien à produire comme investigation de chemin à faire suivre aux gens qui sont autour de nous. Ce qui est décisif, c'est l'auto-mouvement de la radicalité. Et chaque fois que dans l'histoire on a vu un mouvement radical,
tous les groupes constitués étaient à des années-lumière à lui courir derrière. Quand en mai 68, vous avez eu cette grève générale de 10 millions de prolétaires en mouvement qui ne voulaient plus reprendre le travail, toutes les sectes avant-gardistes couraient derrière, des kilomètres derrière, ils n'arrivaient pas à rattraper la grève sauvage. Parce que la grève sauvage, elle est la spontanéité de la tripe, elle a la spontanéité de l'automouvement, quand les conditions objectives font qu'il y a nécessité de ce renversement. Donc, la méthode, le méta-odos, c'est-à-dire, odos, c'est le chemin, méta, c'est la traversée. Le méta-odos du cheminement de la réalité. C'est l'automouvement du réel qui s'énonce et qui s'annonce dans le déterminisme de ces phases historiques nécessaires. Et il faut là comprendre la grande trajectoire analytique qui est produite par Marx aussi bien dans les Grundrisse que dans le Capital, pour comprendre la crise terminale dans laquelle nous allons commencer à entrer. Il faut comprendre ce qu'est le mode de production capitaliste dans la totalité de son arc historique. Le mode de production capitaliste, nous dit Marx, a connu deux phases. Il a connu une phase de domination formelle et il a connu une phase de domination réelle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le capital, c'est une dynamique de force productive de très très longue durée contradictoire dans le temps humain. La révolution. Toutes les sociétés ont connu des excédents commerciaux. Il y a de l'excédent commercial à Carthage, il y a de l'excédent commercial à Athènes. C'est pas parce qu'il y a de l'excédent commercial et qu'il y a une activité marchande qu'il y a du capitalisme. Le capitalisme, c'est quelque chose de bien plus élaboré, de bien plus déployé. Le capitalisme, c'est pas simplement qu'il y a des excédents commerciaux, mais c'est que la totalité de la structuration sociale devient mercantile. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Pendant des millénaires, nous avons vécu des communautés sans argent, sans État, sans police, sans religion, sans art, des communautés organiques où rien n'était séparé, où rien n'était clivé. Et c'est à partir de la révolution néolithique qu'a commencé à surgir ce qu'on appelle la société, c'est-à-dire le clivage, le scindé, l'argent, la monnaie, le travail, la religion, la police, l'armée, les juridictions, tout ce que vous voulez. La révolution capitaliste a lieu aux alentours du XIIIe siècle, dans l'émergence médiévale d'un temps nouveau qui va justement casser ce qui faisait la structuration féodale classique. On n'arrive pas du XIIIe siècle à la crise de Wall Street en 2008, du jour au lendemain. Il y a un très long temps, il y a une maturation, il y a toute une maïeutique historique du développement du temps long. Et Marx nous dit, le capital vit donc deux temporalités. Il vit la temporalité de la domination formelle, tant qu'il n'est pas devenu lui-même en pleine plénitude accouchée de son authenticité fondamentale. La domination formelle, c'est un mode de production hétérogène où le capital est obligé de travailler en même temps qu'il tolère son antécédence. La domination formelle, ça n'est pas le capitalisme pur. C'est un capitalisme qui travaille dans les sociétés d'Ancien Régime et qui progressivement prend son ascension, les liquide et devient lui-même. Et dans cette temporalité-là, la domination réelle n'émerge qu'en 1914 avec la première boucherie impérialiste mondiale. Le cycle de la domination réelle, il est très simple. C'est crise, colonisation, expansion. Chaque fois que le capital rentre dans une crise, pour trouver un débouché, alors on va y revenir sur le problème de la baisse du taux de profit et de la saturation des marchés, mais chaque fois que le capital rentre dans une crise de la baisse du taux de profit et donc de la saturation des marchés qui en résulte, il est obligé d'ouvrir des marchés nouveaux. C'est ce qui se passe en domination formelle avec la colonisation. En 1914, le marché mondial capitaliste est réalisé et l'intégralité de la planète a été dirigée par le fétichisme de la marchandise. Il n'y a plus de territoire extérieur. C'est ce qui explique la structuration objective du déterminisme de la première boucherie mondiale. Le marché mondial ayant été définitivement bouclé, la grande crise des années 1910 ne peut avoir comme issue que le repartage militaire des marchés que les impérialismes montants se sont constitués. Donc la Grande Guerre de 14
c'est effectivement la guerre autour de la saturation des marchés, c'est la machine-outil allemande contre la machine-outil anglaise, c'est la guerre navale internationale, et c'est le chemin de fer allemand qui fait Berlin, la Turquie, et c'est donc une nécessité de tout redéployer. Le cycle de la domination réelle, ça n'est plus crise, colonisation, expansion, c'est crise, guerre, reconstruction. Et là, suite à la guerre de 14-18, on a une phase d'expansion qui découle du fait qu'on a détruit les forces productives excédentaires, mais dès les années 30, la crise redémarre et on est obligé de repartir sur un autre conflit mondial, c'est-à-dire les forces productives excédentaires, humaines et matérielles, parce que nos corps, c'est que de la chair à travail, ça fait partie des forces productives excédentaires, ça doit effectivement être liquidé par le capital, tout comme les stocks. Donc, on est entré en domination réelle dans une deuxième temporalité qui permet d'accéder à l'horreur capitaliste contemporaine, c'est-à-dire le capitalisme intégral réalisé. Marx a fait un travail extrêmement important sur le fétichisme de la marchandise, mais le fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire la chosification ultime du sujet humain, elle n'est pas possible en domination formelle. Elle n'est possible qu'en domination réelle, lorsque le capital a totalement réalisé la dictature démocratique de la valeur d'échange. La PMA et la GPA, c'est pas possible en domination formelle. En domination formelle, le capital épouse encore les codes moraux de son antécédence. Il y a une morale qui est une morale d'épargne, il y a une compréhension qui est encore anti-libertine. Le capital est encore en dialogue avec son antécédence. La grande orgie du sexe machinique dans l'abrutissement universel des lupanards marchands, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui parce que le capital ayant enfin libéré et détruit toute son antécédence, il peut créer le corps chosifié absolu. Donc il faut bien comprendre que PMA, GPA, toute cette machinisation des corps, du sperme, du sang et des ovules, c'est le stade ultime du capitalisme intégral tel que Marx l'avait vu, c'est-à-dire la chosification absolue. C'est pas un raté. C'est la programmation parfaite de la logique despotique de la valeur d'échange qui fait de chacune de vos ovules et de chacun de nos spermes une industrie aliénatoire de la reproduction, de l'abrutissement social universel. Tout est là, tout est tenu. Et Marx, dans les manuscrits de 44, dans le Capital et dans les Grundrisse, l'avait prévu. Donc, alors, j'en viens à cette phrase, j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais alors, Marx avait tout prévu? Ben oui, Marx avait tout prévu. Alors, pourquoi Marx avait tout prévu? Marx n'a pas tout prévu parce que c'était un démiurge fou ou un alchimiste forcené. Il a tout prévu parce qu'il est l'expression la plus radicale de ce qui surgit historiquement en 1844-1870, c'est-à-dire le projet communiste radical. Qu'est-ce qui se passe en Europe dans ces années 1840 où tout se dit? Tout se dit. Il n'y a pas un débat aujourd'hui qui n'ait d'intérêt. Parce que tous les débats qui ont lieu aujourd'hui ignorent ce qui s'est dit dans les années 1844-1870 dans le cadre de cette dynamique contradictoire de la Première Internationale. Après Robert Owen, après Cabet, après Considérant, face à Blanqui, face à Proudhon, il s'est produit une série de débats radicaux et décisifs, mais qui n'étaient pas des laboratoires intellectuels de constitution constructiviste. C'était la matrice tripale des êtres qui se battaient, qui voulaient changer le monde et qui avaient en eux la volonté de créer une communauté humaine émancipée. Donc, tout s'est dit dans ces 10 années sur la radicalité objective de la méthode pour comprendre le monde, de la méthode pour transformer la société, c'est-à-dire c'est la compréhension radicale de l'automouvement communiste de l'humanité. Le communisme, contrairement au socialisme, contrairement au mutualisme, n'est pas une doctrine. C'est notre trip cosmique. C'est la primordialité de notre sexe érotique, de notre volonté de jouissance, de notre épanouissement générique. La tradition primordiale des hommes debout, contre la tradition des hommes couchés. C'est la compréhension communautaire et radicale que l'être humain doit abolir l'argent, doit abolir l'État et doit abolir toutes les aliénations.
Et ça, c'est pas sorti de la tête de Marx comme ça. Marx n'a fait que mettre en forme ce que toute une série de groupes spontanément, d'anonymes, des ouvriers typographes, des ouvriers charpentiers, des ouvriers métallurgistes, reprenant toutes les insurrections paysannes du Moyen-Âge qui disaient « Nous voulons le royaume du Christ sur terre, à bas l'État, à bas l'argent ». Ça existe depuis le néolithique. Depuis le néolithique, toute l'histoire a produit des ruptures, des fractures, des cassures, des émergences, des significations, des transmissions qui ont dit « à bas l'État, à bas l'argent ». Et Marx, dans ce gigantesque débat interne à la Première Internationale, est le penseur le plus radical, le penseur le plus extrémiste, parce qu'il est l'expression la plus extrémiste de ce qui va à la plus grande des radicalités. Et comme dans la Première Internationale, vous voyez les débats, chacun a sa recette. Blanqui a une recette, Proudhon a une recette. Chacun vient avec sa petite valise et dit « il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela ». C'est la pensée aliénatoire post-socratique. C'est la pensée aliénatoire qui, de Socrate à Kant, s'imagine que le réel est dans la tête de celui qui regarde le réel et qu'avec des compas, des équerres, des miroirs, il établit une méthode constructive. Marx, c'est pas ça. Il dit « à bas toutes les méthodes constructives, à bas toutes les impostures organisationnelles, vive l'automouvement radical ». Et l'automouvement radical qui produit la communauté humaine, c'est pas une construction. C'est la rage de vivre que chacun d'entre vous a. Et moi, dans mon cabinet, quand je reçois des individus en souffrance, tels qu'ils expriment ce que Hegel appelle la conscience malheureuse. Pourquoi sont-ils en conscience malheureuse? Ils sont en conscience malheureuse parce que nous sommes tous séparés de notre universalité. Nous sommes tous des êtres de déchirure. Nous sommes déchirés en nous-mêmes, nous sommes déchirés dans notre relation à l'humanité, nous sommes déchirés dans notre relation au couple, nous sommes déchirés dans notre relation à la nature, nous sommes déchirés dans notre relation à l'universalité. L'homme est souffrance parce qu'il est déchiré en l'universalité du monde. Et ça, c'est pas une invention. C'est pas Marx qui un jour a produit une équation. Il a simplement réceptionné ce mouvement réel et il a été, parce qu'il avait été pénétré de la dialectique hegelienne, celui qui a pu aller le plus loin dans le comprendre que la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences. Donc ça, c'est décisif. Donc effectivement, je répète toujours, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. J'ai parcouru toute une série de groupes radicaux qui, à la suite de Marx, à la suite de Rosa Luxembourg, à la suite de Bordiga, ont toujours considéré que toute novation est une imposture, que toute création personnelle est un venin narcissique anti-radical, que ce qui est important, c'est l'automouvement impersonnel, anti-narcissique, radical, qui sait que tout est dans le monde, que tout est dans le ventre, que tout est dans le désir des êtres, mais jamais dans les appareils. Que tous les appareils sont contre-révolutionnaires par essence. Alors, à partir de là, comprendre la problématique de la crise. Alors, je vais faire très simple, parce que bon, Marx a mis 15 ans à parvenir au livre 3 du Capital sur la baisse du taux de profit. Donc, je vais faire très simple, parce qu'on n'a pas 15 ans. Donc, on a 1 heure. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail et des possessions, dans les communautés traditionnelles, il n'y a pas de travail. Les hommes produisent le reproduire de leurs nécessités. Les Sioux ignorent le travail, les Germains de la forêt profonde ignorent le travail, les Guayaquis de la forêt amazonienne ignorent le travail. On produit ce dont on a besoin dans la reproduction cosmique de la naturalité nécessaire. Le travail, qui vient de tripalium, qui signifie torture, c'est l'expression du fait que le produire n'a plus pour objet le produire humain, mais il a pour objectif le produire la valeur. Donc le travail est né quand les hommes ont cessé d'être en production de leur humanité pour rentrer effectivement dans la production de la valeur. Et comme le dit Hegel et comme le reprendra Marx, les peuples heureux n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'art, ils n'ont pas de religion. Quand je rentre dans la civilisation, je crée le travail, la dépossession, le malheur, la religion, l'art, le politique et l'économique. Il n'y a donc ni économie ni politique dans une communauté humaine. La politique et l'économie viennent sanctionner la dépossession.
Et quand vous travaillez un tout petit peu, comme l'a fait Engels, sur l'émergence de la civilisation, vous le voyez très bien en Grèce. En Grèce, la Grèce archaïque est structurée sur un concept fort qui s'appelle le génos, qui signifie la souche communiste. Le génos, en tant que souche communiste, c'est une entité ontologique sacrale et territoriale où les hommes produisent pour le reproduire humain. Et dans le cadre des révolutions capitalistes, pré-capitalistes qui vont venir avec Solon, Clisthène et l'émergence du démos, on brise le génos grec et on lui substitue le démos. Le démos, qui a donc donné démos, démocratie, le peuple, le démos, c'est une unité territoriale qui présuppose et qui reproduit la valeur d'échange. Dans une communauté, on a le génos, il n'y a pas de peuple. Le peuple est par essence une unité territoriale aliénée. C'est pour ça que Marx disait toujours, quand j'entends parler de peuple, je sais qu'on joue un mauvais tour au prolétariat. Il y a une différence essentielle entre peuple et prolétariat. Le peuple, c'est une entité aliénatoire qui est là pour reproduire à l'infini la division du travail des échanges et de la domestication. Donc la révolution humaine sera antipopulaire, parce qu'on ne veut pas de peuple, et elle sera bien évidemment antiprolétarienne, puisque le prolétariat s'abolira. La révolution humaine est une révolution par laquelle le prolétariat s'auto-abolit, mais il s'auto-abolit en comprenant et en abolissant du même coup la notion aliénatoire de peuple, puisque la notion de peuple présuppose la valeur d'échange. Donc il faut bien comprendre toute cette problématique dans la longue durée. Donc j'en reviens à ce que nous disions tout à l'heure sur la domination réelle et les grands acquis méthodologiques de Marx à partir du livre 3. Marx ne reprend pas, comme on vous l'explique dans les manuels de christianisme universitaire, il ne reprend pas Smith et Ricardo, il les renverse. Smith et Ricardo ont bien vu dans la phase d'ascension de la bourgeoisie, et pour lutter, entre guillemets, contre la fainéantise de la noblesse, que ce qui spécifiait le travail dans cette phase où la bourgeoisie montait, c'était que ce qui faisait la valeur en mouvement de la société en devenir, c'était le travail. Mais Marx ne reprend pas la valeur travail, il la retourne dialectiquement, il l'abolit, il fait une Aufhebung, conservation des passements, parce que ce qu'il voit, c'est que dans la valeur travail, il y a quelque chose de conceptuellement beaucoup plus profond, qui est l'exploitation. Qu'est-ce que le capital? Le capital, c'est la production nécessaire du surtravail. Alors, je fais vite parce que c'est des pages entières. Disons qu'il y a une unité dialectique dans le temps de travail, comme temps d'aliénation, comme temps de soumission au fétichisme de la marchandise. Le temps de travail se décompose en deux sous-structures. Il y a le temps de travail nécessaire et il y a le surtravail. Le temps de travail nécessaire, c'est le temps que chacun d'entre nous met dans l'esclavage salarial pour produire ce qui est nécessaire à la reproduction de sa force de travail. C'est grosso modo le salaire, et il y a une partie du temps de travail qui n'est pas rémunérée, qui constitue le surtravail, qui est donc l'acte générique et dialectique de ce qui produit la plus-value. Donc, par essence, le capital est cette production d'exploitation aliénatoire qui est tout entière axée sur le surtravail. En domination formelle, la production de surtravail s'organise essentiellement, Marx dit, à travers ce qu'il appelle la plus-value absolue. Pourquoi la plus-value absolue? Parce que c'est absolument à partir du travail humain qui produit la plus-value que tout le développement industriel se fait, c'est-à-dire que c'est le travail vivant, humain, aliéné, qui constitue la part déterminante du procès de travail. En domination réelle, c'est le travail machinique qui se met en mouvement et qui devient prépotent. Alors comment comprendre cette dialectique? On ne peut la comprendre que par la problématique de la baisse du taux de profit. Seul le travail humain exploité produit de la valeur. La machine ne produit pas de valeur. La machine transmet la valeur que le travail humain qui l'a construite a mis en elle. Et une fois que la machine est usée, elle n'a plus de valeur. La différence essentielle entre le travail humain exploité et la machine, c'est que la machine n'est pas usable à l'infini. Elle a un temps où, ayant terminé son usure,
elle a terminé de transmettre la valeur qu'elle contenait par le travail humain qui l'a placée en elle en la fabriquant. Or, le travail humain exploité, que Marx appelle capital variable, est le seul à produire de la valeur. Le capital constant qui représente la machine ne produit pas de valeur. Alors ça, c'est au niveau des apparences premières. Dans la dialectique historique générale, le capital constant renvoie au travail mort et le capital variable renvoie au travail vivant. On reprend, si vous voulez, l'axe méthodologique défini par Hegel, c'est-à-dire il y a l'être, il y a l'essence et il y a le concept. Et c'est pas par hasard si Marx a terminé la mise à jour du Capital après une relecture de la science de la logique de Hegel. C'est-à-dire que le Capital, dans sa méthodologie radicale, est quelque part une radicalisation extrémiste et subversive de la phénoménologie de l'esprit. Donc, pour quelle raison le Capital, qui ne peut produire de la valeur qu'à partir du travail vivant, fait constamment grossir le travail mort? Tout simplement parce qu'il y a une loi contradictoire qui est la baisse du taux de profit sur le champ historique ouvert de la concurrence mondiale. Dans la mesure où il y a une concurrence mondiale, il ne s'agit pas de faire de la survaleur, c'est-à-dire de la plus-value incarnée dans des marchandises, pour faire de la survaleur pour la survaleur. Il faut vendre cette survaleur, il faut que la marchandise aille se réaliser sur le marché. Et si la marchandise n'est pas réalisée sur le marché, la survaleur ne sert à rien. Donc, cette survaleur qui va aller se réaliser sur le marché, elle a lieu dans un cadre concurrentiel mondial où les capitalistes locaux se font la guerre commerciale. Et il faut vendre donc le plus possible pour réaliser le plus possible de survaleur, mais pour vendre le plus possible, il faut produire le plus vite possible. Et pour produire le plus vite possible, j'ai une utilisation nécessaire, incontournable, du despotisme machinique. Donc, seul le travail humain exploité produit de la valeur, mais sur le terrain de la concurrence mondiale universelle, je suis constamment appelé à devoir user du machinisme, c'est-à-dire du travail mort, qui ne produit pas de valeur, mais qui permet de produire plus vite. Ce qui fait qu'il y a une contradiction historique radicale dans le développement du capital, c'est que le capital voit constamment son taux de profit baisser. Et il voit constamment son taux de profit baisser, il est donc obligé d'y suppléer par une augmentation constante de la masse. Mais en augmentant constamment la masse, on va constamment à la saturation des marchés. Ce qui explicite la fameuse triade de la domination formelle, crise, colonisation, expansion, et la triade de la domination réelle, crise, guerre, reconstruction. Autrement dit, quand le capital fait la guerre, c'est pas parce qu'il y a des folies nationalistes. Les folies nationalistes sont l'habillage de la guerre. Ce qui fait la nécessité de la guerre, c'est le moment dialectique où la guerre commerciale doit nécessairement se transmuter en guerre militaire, puisqu'il faut détruire les marchandises excédentaires pour repartir sur un cycle de production. Et ce que montre Marx, c'est que cette composition organique positionne un devenir dialectique incoercible qui met en mouvement la nécessité de l'invalidation révolutionnaire du capital. La composition organique, c'est le rapport entre travail vivant et travail mort. Et en domination réelle, j'ai une inversion dialectique à partir de la guerre de 14, alors qu'en domination formelle, j'avais une prévalence de la plus-value absolue sur la plus-value relative, puisque j'avais une prévalence du travail vivant sur le travail mort. En domination réelle, à partir de 14, j'ai une prévalence inversée, puisque c'est le travail mort qui se met à dominer le travail vivant, et c'est la plus-value relative qui se met à dominer la plus-value absolue. Et donc, le capital entre en décadence à partir de 1914, parce qu'il devient foncièrement autodestructif. Avant 14, le capital détruisait des modes de production antérieurs, des vestiges de son antécédence. Il était donc hétérodestructif et progressif dans la dialectique aliénatoire du marché mondial. À partir de 1914, puisque la boucle du marché mondial a été bouclée, chaque fois que le capital met en mouvement une crise commerciale qui nécessite une guerre militaire pour repartager les marchés, il est autodestructif. C'est le capital qui s'autodétruit parce qu'il y a le capital total, mais il y a les capitaux parcellaires. Donc,
le capital est condamné maintenant à constamment s'autodétruire. Alors, ce qui est décisif, c'est la compréhension dialectique de ce que Marx appelle le procès de caducité du capital. Le capital est cette contradiction dialectique permanente, valorisation, dévalorisation. Chaque fois qu'il se valorise, il se dévalorise. Le capital est une contradiction en procès. Ça ne l'empêche pas de se développer, mais ça le mène à se développer sur un chemin où, à un moment donné, il va nécessairement rentrer dans le cadre dialectique de son auto-invalidation. Parce qu'à un moment donné, la prépotence du travail machinique sur le travail vivant va être telle que la valorisation ne va plus pouvoir valoriser le mouvement de sa propre valorisation. Vous avez des tas de gens qui sont de très bons romanciers futuristes. Ils imaginent une humanité capitalisée avec que des robots. Tout ça est merveilleux, mais c'est radicalement contradictoire à la logique du capital, parce que le capital ne peut pas vivre avec des robots. Le robot transmet la valeur que les hommes aliénés en le produisant ont mis en lui. Et une fois que le robot est usé, qu'est-ce qui est usé? C'est la quantité de valeur humaine congelée et cristallisée en lui. C'est-à-dire que même la machine est du travail humain. Elle est du travail humain cristallisé, mais elle est du travail humain. Donc, l'essence du processus de valorisation capitaliste, c'est le travail humain exploité. Et plus il y a de machines pour gagner du temps et pour vendre plus vite, plus le capital se dévalorise. Et donc, chaque crise est un moment supérieur dans l'essor contradictoire de l'explosion, valorisation, dévalorisation. Vous avez toute une série de groupes partitistes, substitutistes, organisationnels, qui veulent absolument organiser l'humanité pour aller vers le chemin révolutionnaire. Parce que l'humanité ne peut pas y aller toute seule. Il faut éduquer les gens. Marx répond que c'est effectivement totalement absurde, et il le positionne dans cette dialectique domination formelle, domination réelle. La Commune de Paris en 1871 n'a pas échoué parce qu'elle était mal organisée. Et elle aurait pu réussir s'il y avait une organisation qui... Non, la Commune de Paris, nous sommes en domination formelle. Le capital est en plein essor. Même si la Commune de Paris, avec des techniques militaires spécifiques, avait tenu 3 jours de plus, elle était condamnée à mourir parce qu'on est dans la phase de domination formelle, c'est-à-dire dans la phase d'essor du capital. Donc, le mouvement de développement du capital va nécessairement digérer toutes les insurrections qui ont lieu. Maintenant, j'en arrive à la domination réelle. La domination réelle, c'est pareil. La domination réelle, elle a 2 phases. Elle a une phase inférieure et elle a une phase supérieure. La phase inférieure, c'est le moment où le capitalisme intégral est réalisé, mais pas intégralement réalisé dans son intégralité. C'est toute la période qui va de 14 à 73. Et pourquoi de 14 à 73 ? Parce que Marx, qui a fait un travail gigantesque sur le capital fictif, sur le capital industriel et sur le capital financier, a prévu les accords de Bretton Woods, les accords de la Jamaïque, la crise de l'étalon dollar, la crise de l'étalon or. Il n'était pas là, mais dans une anticipation radicale, puisqu'il avait compris la matrice, il a compris qu'à un moment donné, on rentrerait dans la domination réelle supérieure quand il n'y aurait plus d'étalon monétaire or. Parce que justement, dans cette crise généralisée, il y allait y avoir une dématérialisation universelle de la monnaie. Pourquoi une dématérialisation universelle de la monnaie? Le capital ne peut pas se réaliser parce qu'il bute sur des marchés saturés. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met en marche des politiques gigantesques de crédit chimérique par lesquelles il anticipe une vente qui n'est pas possible et qui n'aura jamais lieu. Mais donc, on a des masses monétaires gigantesques qui sont en surproduction et qui viennent s'ajouter à la surproduction marchande elle-même. Tout ça est dans le livre 3 du Capital. La crise de 2008, elle est dans le livre 3 du Capital. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Marx a fait un travail d'anticipation radicale. Il n'a pas écrit sur le capitalisme du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, même s'il en parlait. Marx nous parle du capitalisme du XXIe siècle et de sa crise terminale. Donc, qu'est-ce que la crise terminale? La crise terminale, c'est précisément le moment où cette dialectique valorisation-dévalorisation atteint son point culminant, parce que le poids du travail machinique est tel que la création de la survaleur devient impossible. Et pourquoi la crise est terminale? Parce que Marx dit, c'est le moment où le capital nie lui-même son auto-présupposition. Le capital a pour auto-présupposition
cette dialectique valorisation-dévalorisation, travail vivant, travail mort, qui est une contradiction explosive en procès, qui tient pendant toute la domination formelle, qui tient pendant toute une période de domination réelle, mais qui, à un moment donné, produit l'auto-renversement, c'est-à-dire le procès de sénescence absolue du capital. Alors, ce procès de sénescence absolue du capital, il faut le voir du point de vue du fétichisme de la marchandise, du point de vue de l'aliénation sociale, du point de vue de l'aliénation des consciences. Ce n'est pas une procédure technique, c'est une procédure existentielle, c'est une procédure ontologique. C'est l'ontologie radicale de nos existences. Pourquoi tous les groupes, de l'ultra-gauche à l'ultra-droite, qui ont le fantasme narcissique de la représentation organisationnelle, n'ont jamais compris ce qu'est une révolution? Parce qu'ils n'ont justement aucune vision historique de la périodisation telle que Marx l'a positionnée, domination formelle, domination réelle. La révolution mondiale des êtres humains qui veulent s'émanciper pour faire surgir la communauté humaine contre l'argent et contre l'État, elle a lieu au seul moment, dit Marx, reprenant Hegel, où les conditions matérielles de son surgissement possible deviennent nécessaires. Et il n'y a qu'un seul moment. C'est le moment où le capital est dans sa crise terminale, le processus d'auto-effondrement. Et tant qu'on n'a pas atteint ce point-là, même si on est en domination réelle, on ne peut pas y arriver. En mai 68, il y avait 10 millions de grévistes. En Italie, c'était à feu et à sang. Il a fallu que l'État italien mette en marche la stratégie de la tension avec le terrorisme d'État généralisé pour casser les grèves sauvages. Mais les 10 millions de grévistes en 68 étaient, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la sève et la vigueur de leur radicalité, condamnés à l'échec. Pourquoi condamnés à l'échec? Parce qu'en 68, on était au moment où la domination réelle supérieure commençait tout juste à se mettre en mouvement et le capital avait des champs d'expansion encore considérables. Pour que la crise radicale émerge, il faut que le capital soit au bout du cycle historique de ce qui le possibilise. Et Marx dit, la révolution sociale est le moment où l'humanité possibilise sa radicalité parce que le capital réalise son impossibilisation. Donc tout ça est lié de manière déterministe. La révolution, ce n'est pas un conte de fées, c'est une compréhension historique, radicale, méthodologique et déterministe qui fait qu'il y a un moment dans l'histoire humaine où ce qui n'était pas possible auparavant devient enfin possible parce qu'il y a une matrice objective, une matérialité des profondeurs qui enfin surgit. La conscience aliénée du fétichisme de la marchandise qui fait qu'on est enfermé dans l'inversion, manuscrit de 44, phénoménologie de l'esprit, Grundrisse, tout est inversé. Nous vivons dans l'indistinction, dans l'inversion, dans le renversement, dans le déchiré, dans la mystification. Tout ça ne se renverse pas parce qu'il y a des moines soldats de la révolution sociale qui vont distribuer des millions de tracts, qui organisent les gens en cellules d'entreprise, puis en cellules de quartier. Tout ça se renverse parce que la conscience fausse qui permet l'aliénation du monde perd sa base matérielle. Et c'est parce que la base matérielle de la conscience fausse se dématérialise que peut surgir la conscience radicale du vrai radical. Donc c'est là où, à la suite de Marx, à la suite de Rosa Luxembourg, à la suite de Bordiga, à la suite de Pankow, à travers toute une série de groupes radicaux qui ont fait surgir la conscience radicale la plus pointue, la plus méticuleuse, il faut comprendre le slogan « à bas les avant-gardes », à bas les partis, à bas les syndicats, à bas les chefferies, à bas les hiérarchies, à bas les commandements. C'est l'automouvement de l'humanité consciente qui se réappropriera son essence à un moment donné, parce que les bases radicales de ce qui fait obstacle se seront mises elles-mêmes en mouvement d'auto-effondrement. Et, si vous voulez, tous les groupes qui ont voulu à un moment donné s'imaginer qu'il fallait organiser sont des groupes empiristes, subjectivistes, qui ne comprennent strictement rien à ce qu'est la crise du capital. La crise du capital, ce n'est pas un problème de mauvaise circulation des produits. Ce n'est pas un déséquilibre entre l'achat et la vente. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut rééquilibrer par une gestion différente. La crise du capital, elle est intrinsèque à sa matrice objective, c'est la crise de la baisse du taux de profit.
Et elle est dans la production de la production. Elle n'est même pas dans la production en tant que production matérielle. Elle est dans l'ontologie profonde de ce qui fait l'homme faux de la société capitaliste. Dans les structures ontologiques qui permettent la dépossession humaine dans l'aliénation. Donc, et c'est le grand débat entre Marx et Proudhon. Le grand débat entre Marx et Proudhon. Proudhon qui ne comprend rien. Lisez, si vous en avez l'occasion, lisez le livre de Proudhon, Philosophie de la misère, et lisez le livre de Marx, Misère de la philosophie, parce que tout le monde est proudhoniste aujourd'hui. De l'ultra-gauche la plus radicale à l'ultra-droite la plus radicale, tout le monde veut une autre politique, une autre économie, une autre bourse, un relancement de la consommation. C'est-à-dire que tout le monde est dans les catégories aliénatoires de l'économie politique. Marx a produit une critique radicale de l'économie politique. Le débat Marx-Proudhon, il a été tranché, il faut le lire, il a été tranché radicalement. Il n'y aura plus jamais d'économie politique possible parce que le capital est en train de s'effondrer. Donc il ne faut pas s'accrocher à des lunes nostalgistes pour repartir en arrière et défendre ce qui va être... Par exemple, un exemple très simple, la politique. Vous avez plein de gens qui vous disent il faudrait restaurer la politique. Il faudrait redonner du sens à la politique. Mais la politique est une aliénation transitoire, comme la religion, qui a permis pendant des siècles à des systèmes de fonctionner parce que la religion de la marchandise n'était pas assez forte. Et Marx montre qu'à un moment donné, la religion de la marchandise est tellement forte qu'il n'y a plus besoin de médiation. La religion de la marchandise est tellement puissante qu'elle marche en nous d'une manière tellement spontanée et riche que le capital lui-même fout à la poubelle la politique, la religion et tout. On ne restaurera jamais la politique, c'est fini. L'histoire ne repasse pas les plats. Vous avez des gens qui se sont fait spécialistes de la loi de 73. La loi de 73, elle n'a pas eu lieu parce que de méchants banquiers vautours ont voulu déposséder l'État de sa possibilité monétaire. Marx l'a prévu, la loi de 73, dans le livre 3 du Capital. C'est la logique implacable de la domination réelle qui fait qu'à un moment donné, il y a une fusion entre le capital industriel et le capital financier et que plus la saturation des marchés est forte, plus le capitalisme financier est fort, mais tout ça est d'une logique incroyable. Alors le problème, c'est qu'il faut être humble. Il faut être humble à un moment donné. Il faut comprendre qu'on n'a plus rien à dire, on n'a plus rien à créer, parce que tout a été dit en substance radicale. Si les gens avaient un peu d'humilité et qu'ils se réinstauraient dans un mouvement de réarmement théorique sur le débat Marx-Proudhon, tout a été dit. Il n'y a rien à redire. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est dans le capital. Rien de ce qui a lieu aujourd'hui en 2015 est hors de ce que Marx avait prévu d'une manière radicalement méticuleuse. Donc, comprendre aujourd'hui la crise dans laquelle nous sommes, c'est comprendre que, d'abord, toutes les crises n'ont pas le même sens. Chaque crise fait mûrir les conditions objectives du procès de caducité du capital. Chaque crise permet à la dialectique de dévalorisation d'étouffer davantage la dialectique de la valorisation. Plus on avance dans le temps, plus les crises sont puissantes parce qu'elles révèlent l'identité d'accomplissement du capital qui est en train lui-même de s'invalider. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les modes de production s'invalident. Le mode de production antique basé sur l'esclavage, à un moment donné, dans le cadre des développements contradictoires de la rente foncière, tel que ça a produit les vastes latifundia italiennes, ça a fait vaciller le mode de production. Et le mode de production esclavagiste ne pouvait plus fonctionner. Il était donc tombé en sénescence, et le procès de caducité historique a fait que l'Empire romain s'est effondré. Le servage, qui a structuré toute une partie des sociétés d'Ancien Régime, à un moment donné, est entré en crise ontologique, et le servage s'est auto-aboli. On est aujourd'hui rentré dans une période où nous, prolétaires, parce que je précise bien que nous sommes tous des prolétaires. Le prolétariat chez Marx, ce n'est pas les ouvriers qui sont au fond de la mine ou qui sont au fond du garage avec du cambouis jusqu'au coude. Le prolétariat, c'est l'ensemble des êtres humains assujettis à la dépossession salariale et à la dictature marchande, qui n'ont aucun pouvoir sur leur existence et qui sont contraints de subir la dictature démocratique de la classe capitaliste mondiale. Donc nous sommes tous des prolétaires. Le prolétariat est aujourd'hui la classe universelle. C'est 99% de l'humanité. Les paysans de France qui sont en train de crever par la politique bruxelloise sont des prolétaires.
Nous sommes tous des prolétaires. Donc, le moment de la révolution sociale où le prolétariat universel s'auto-abolit pour marcher vers l'émancipation humaine, ça a lieu quand la crise du capital, justement, s'auto-invalide et que par cette auto-invalidation, toutes les conditions de reproduction de l'aliénation marchande ne peuvent plus fonctionner. Et nous sommes rentrés, depuis les années 2010, dans cette phase où, précisément, la débauche de crédit, tout ce que Marx montre dans le livre 3 du Capital, sur ce qu'il appelle le crédit factice, le crédit chimérique. Tout ce que l'on a vécu entre 1975, avec la crise de l'étalon monétaire, jusqu'à aujourd'hui, c'est le moment où le capital a fait semblant de se développer sur une débauche de crédit absolument délirante. Et on va rentrer dans la période où le crédit va lui-même s'auto-invalider. On va donc rentrer dans une période où le capital n'aura pas d'autre issue que la manipulation terroriste de grandes orchestrations monétaires. Le capital, pour fonctionner aujourd'hui, n'a plus que la manipulation terroriste et la manipulation monétaire. Mais le vent des tempêtes sociales monte. On voit aujourd'hui, à travers le taux d'abstention, on voit un certain nombre de grèves sauvages qui émergent. On voit toute une série de choses qui indiquent qu'un renversement est en train de se mettre en mouvement. Et le capital est au bout de la course. Pourquoi le capital est au bout de la course? Parce que quand il a terminé la Seconde Guerre mondiale, il n'a pas simplement, dans ses formes dominantes, impérialisme américain, écrasé ses rivaux japonais et allemands, il les a vassalisés culturellement en les intégrant dans sa sphère de domination. Donc aujourd'hui, les grands enjeux économiques, c'est la conflictualité commerciale entre l'Europe, les États-Unis et le Japon. Dans les années 1910 comme dans les années 1930, ça a débouché sur un affrontement militaire parce que le Japon, l'Europe et l'Allemagne conservaient des entités stratégiques autonomes. Aujourd'hui, à travers l'OTAN, le capital américain dominant a digéré ses anciens adversaires. Dans un premier temps, ça lui a permis effectivement un développement forcené, mais dans un deuxième temps, aujourd'hui, ça paralyse les opérations militaires pour casser la surproduction. Les États-Unis ne peuvent pas bombarder l'Europe. Les États-Unis ne peuvent pas bombarder le Japon. Alors, ils ont mis au point un dispositif qui est le bombardement virtuel. C'est-à-dire qu'ils ont créé Bruxelles, ils ont créé l'Europe de Bruxelles, qui détruit l'Europe de l'intérieur, c'est-à-dire que c'est un bombardement diplomatique et commercial. Mais ça ne fait pas les ravages que feraient des bombardements militaires en temps réel, comme le capital en a besoin. Donc, il détruit certes l'Europe, l'impérialisme américain, mais les destructions massives, et on va avoir la grande destruction massive du TAFTA. Cette grande destruction massive du TAFTA va permettre à l'impérialisme américain de gagner des espaces de rentabilité. Mais ça ne résoudra pas la crise financière généralisée et on est en train d'entrer dans une phase décisive. Alors certaines personnes me disent « Bah oui, mais quel jour? À quelle heure ?» Alors Marx répond toujours de la même manière. La prévision n'est pas quantitative. La prévision n'est pas quantitative. On ne donne pas le jour, l'heure et le mois. La prévision, elle est dialectique et elle est qualitative. C'est-à-dire qu'elle permet de percevoir les situations générales. Ce que l'on peut dire, c'est qu'à partir de maintenant, on va rentrer effectivement, et on le voit déjà à travers... Vous avez des tas de gens qui n'ont pas l'analyse et qui n'ont pas le parcours de retourner sur Marx. Alors vous avez des gens qui vous disent « Oh, la Russie se développe. Oh, la Chine se développe. » Mais tout ça est totalement factice. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 50 années de capitalisme d'État bolchevique, léniniste, maoïste ont fait de la Russie et de la Chine des pays capitalistes sous-développés. La grande peur américaine, c'est pas le capitalisme soviétique de Poutine d'aujourd'hui. La grande peur américaine, c'est, je le redis souvent, c'est le traité de Rapallo. Certains d'entre vous connaissent peut-être le traité de Rapallo. C'était un traité dans les années 20 entre l'Allemagne de Weimar et la Russie soviétique. La Russie a toujours été un secteur archaïque du capitalisme, même dans sa phase tsariste. Et dans les années 20, le traité de Rapallo avait vu la Russie arriérée passer des traités commerciaux et militaires avec l'Allemagne extrêmement développée industriellement. Et ça, c'était la grande frousse de l'Amérique, parce que l'Amérique se disait, entre ces vastes espaces arriérés
et l'industrie allemande, il peut se passer quelque chose de terrible. Et d'ailleurs, la Reichswehr, qui est l'ancêtre de la Wehrmacht, a été construite en Russie soviétique. Vous savez que dans le cadre du traité de Versailles, les Allemands n'avaient pas le droit d'avoir du matériel de char, du matériel d'aviation. Ils ont construit tous leurs prototypes en Russie soviétique dans les années 20 et dans les années 30. Donc aujourd'hui, il faut bien faire la différence dans le cadre du fétichisme spectaculaire de l'apparence. Poutine ne fait absolument pas peur à l'Amérique. Ce qui fait peur à l'Amérique, c'est si les Européens allaient investir dans cette Russie arriérée pour produire un bloc euro-asiatique technologiquement offensif. Donc la crise ukrainienne, la crise syrienne, l'objectif, c'est pas Poutine, l'objectif, c'est la vassalisation toujours plus poursuivie des provinces européennes. Parce que l'Amérique, dans le cadre de cette guerre commerciale, entre capitalistes, n'a qu'un adversaire profond, c'est l'Europe. L'Amérique doit détruire l'Europe. Je le répète, je l'ai répété à plusieurs reprises, l'amiral Sanguinetti, qui travaillait à l'OTAN dans les années 70-80, rapportait dans un bouquin qui doit s'appeler Vertige, qu'un des pontes de l'armée américaine lui avait dit, de toute façon, économiquement, nous n'avons qu'un adversaire, c'est vous. Il faudrait que nous puissions vous détruire. Alors, la destruction ne se fait pas militairement, elle se fait par le biais d'une Europe bruxelloise totalement inféondée, qui bousille l'agriculture, qui bousille l'industrie, qui bousille l'armement. Là, vous avez vu ce qui s'est passé avec les barracudas. On vend des barracudas à l'Australie. On vend des barracudas à l'Australie sous contrôle de l'OTAN, et c'est l'armée américaine qui, sur les barracudas, va mettre en marche les dispositifs techniquement militaires eux-mêmes. Donc, on y est. Un général américain avait dit un jour... il y a deux manières de détruire l'Europe. C'est un, de détruire ses avions, ou deux, d'empêcher qu'ils les construisent. Donc on est rentré par l'OTAN dans une phase de vassalisation accélérée. Mais la critique radicale ne rentre pas là-dedans. La critique radicale s'y intéresse. Mais la critique radicale ne rentre pas dans les jeux interimpérialistes. La critique radicale ne choisit pas entre Obama et Chavez. Elle ne choisit pas entre Poutine et Obama. Ce sont tous des représentants de la clique capitaliste universelle. C'est pas parce qu'une clique capitaliste est plus petite, moins offensive, qu'elle est plus intéressante. Je veux dire que vous avez aujourd'hui des gens qui mettent leurs espoirs dans une recomposition politique, etc. Ça n'a aucun intérêt. Rappelez-vous 56, quand le prolétariat hongrois en 56 s'est levé pour mettre en marche les conseils ouvriers pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent. Le capitalisme d'État soviétique et le capitalisme libéral occidental se sont mis ensemble et les chars russes, avec l'aval de la CIA, ont massacré les prolétaires communistes de Hongrie en 1956 qui se battaient contre le stalinisme. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cliques capitalistes s'opposent entre elles, mais le jour où le prolétariat se manifeste comme sujet historique, elles s'unifient toutes contre lui. En 1971, pendant la Commune de Paris, Bismarck, Napoléon III et Thiers, qui s'étaient fait la guerre, se sont fait baiser sur bouche pour massacrer les communards. Donc, la conscience radicale n'a pas à défendre un clan capitaliste contre un autre. Les groupes radicaux dans les années 30 disaient ni fascisme, ni antifascisme. Le groupe Bilan, qui était un des groupes les plus radicaux de l'époque, appelait les prolétaires à la fraternisation contre tous les camps militaires de la Seconde Guerre mondiale. En 1914, vous aviez toute la clique Action française et toute la clique anarchiste de la CGT qui appelait les prolétaires à l'embrigadement contre le barbare allemand. Gustave Hervé disait « Ah bah la guerre !» Et en 1914, il a reconverti son journal en « La victoire ». C'est-à-dire que tout le monde a appelé en 1914 de Maurras à la social-démocratie la plus radicale, les prolétaires, à aller à la grande boucherie. Et alors aujourd'hui, vous voyez des groupes traditionnels qui se disent, 50 ans après, quelle horreur cette guerre civile européenne. Mais sauf qu'à l'époque, ceux qui dénonçaient cette guerre civile européenne, c'était les tout petits groupes radicaux qui, à la suite de Marx, dénonçaient déjà le capitalisme d'État soviétique, dénonçaient la social-démocratie et tous les camps du capital. Donc, la crise terminale du capital, c'est le moment où le capital va s'auto-invalider dans sa substance universelle, et c'est le moment où il faut faire ce qu'il convient de faire. Parce que j'ai des gens qui me disent, mais alors, que faut-il faire? Ah oui,
Il y a plein de choses à faire. Mais surtout pas construire des appareils politiques de contrôle, des appareils économiques de contrôle, pour asservir à la masse qui ne veut plus être masse. Soyons des jalons de conscience. Et être un jalon de conscience, c'est rappeler l'histoire universelle du prolétariat ouvrier, du prolétariat paysan, dans la longue histoire de toutes les luttes communeuses, contre toutes les fractions du capital, contre tous les partis, contre tous les États, contre tous les syndicats. J'ai souvent cette formule, parce que bon, j'ai une certaine expérience par rapport, par exemple, à la Palestine. Je dis, en Palestine, la radicalité n'a qu'une solution. C'est la solution à zéro État. Partout, la solution à zéro État. Tout État est pourriture. Tout État est flic, police, domestication, génuflexion, écrasement. Donc, toutes ces solutions radicales, il faut les comprendre, il faut faire un travail d'armement théorique, il faut faire un travail d'armement pratique, et il faut surtout avoir l'humilité intelligente de se dire que même si on a un très gros cerveau, c'est pas nous, en 2016, qui allons réinventer le monde. Toutes les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui, elles ont été vécues, elles ont été assumées par des groupes radicaux et par des expériences historiques très larges depuis des siècles et des siècles. Entre les communards de 1871, les communaux de 1350, les prolétaires de 68 qui sifflaient Ségui et qui ne voulaient pas reprendre le travail. Il y a une trajectoire historique, il y a une invariance méthodologique. L'émancipation du prolétariat sera l'œuvre du prolétariat lui-même contre toutes les structures d'embrigadement qui veulent lui dire ce qu'il doit faire. Voilà, je m'arrête parce que j'ai dépassé un peu le temps, et puis que nous en parlions. Donc,